Bonjour à tous, je vous prends une petite minute avant le début de la vidéo. Et je voulais déjà vous remercier. À l'heure où j'écris ces lignes, vous êtes déjà 111 abonnés sur la chaîne, et ce n'est que le début de cette aventure YouTube. J'ai plein de projets pour cette chaîne, je vais vous proposer des histoires écrites et montées par mes soins dans divers genres. On ira de l'horreur au fantastique, en passant par la dark fantasy ou comic trash. L'idée étant de purger mon cerveau malade de toutes ces histoires qui le parasitent pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Vous connaissez la chanson, seul vous avez le pouvoir de faire grandir cette chaîne et de lui donner vie. Pour ça, nourrissez l'algorithme de vos likes et commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Et surtout, abonnez-vous. Ça prend 3 secondes et ça donne un sens à ce que je fais. Et croyez-moi, c'est pas tous les jours que je fais des choses sensées, ou que je fais des choses que je suis censé faire. Dans un sens ou l'autre, ayez la décence de vous abonner. Pour ceux qui se sont perdus sur YouTube et débarqueraient à l'improviste sur ma chaîne sans prévenir, pas de souci, vous êtes les bienvenus. Vous enlevez vos chaussures à l'entrée, merci. Ceci est la 3e partie de l'avènement des voraces Hammer Mike. Vous retrouverez la première et la 2e partie dans la playlist associée. Le son de la première partie est correct, mais je vous rassure, la qualité augmente grandement dans la 2e et 3e partie. Bon, assez discutaillé, installez-vous. Prenez de quoi vous restaurer et profitez de l'avant-dernière partie de cette première nouvelle. Et encore merci à vous tous pour votre soutien. Chapitre 7. Et maintenant. Mike fit signe à son compagnon d'infortune de se baisser et d'avancer discrètement. Il longeait maintenant la barrière de véhicules qui les séparait de la cour du bar, cherchant à observer ce qui s'y passait. Mike entrevoyait plusieurs corps de ses frères sur le sol, mais aucun signe de vie. Le narco qui l'accompagnait lui tapota l'épaule, l'air de demander ce qu'ils attendaient. Mike le rassura d'un geste, mais il comprit en voyant son teint blafard, ses yeux paniqués et sa main qui continue à vomir du sang, qu'il devait agir vite, sous peine de perdre son unique allié. Mike siffla les premiers accords d'une mélodie entraînante devant le regard circonspect de son binôme, apparemment pas d'humeur mélomane. Un sifflement reprenant la suite de la chanson émana du toit, et bientôt la tête de Marcus sortit prudemment d'entre 2 sacs de sable. « Bordel de merde, Mike, je savais que tu t'en tirais », chuchota Marcus, maintenant rejoint par O'Connor et Pete qui sortirent leur tête, abasourdis de voir leur chef au contrebas. Le visage de Marcus se referma brusquement, et il se releva subitement pour pointer son fusil sur le Mexicain blessé. « Tire pas, il est avec moi, je t'expliquerai. On peut monter par l'extérieur ?» « Oui, normalement on les a tous abattus. Il reste que moi, Pete et O'Connor sur ce foutu toit. » Bordel, Mike, les morts. Les morts ont commencé à se relever, à s'attaquer aux vivants, Je sais, ça a été la même en bas. Des hurlements monstrueux et des tirs résonnèrent en provenance du désert, comme pour témoigner de la véracité des propos du chef des motards. Attends, je check et je te couvre. On en a battu beaucoup, mais certains sont partis vers le désert, comme attirés par le bruit. Arrivé en haut, Mike remarqua les nombreuses traces de sang au sol, témoignant de la violence qu'avaient vécue ses frères en son absence. Le Mexicain alla se coller dans un angle du toit, comprimant sa main blessée entre ses cuisses et sortit un paquet de cigarettes de sa main valide. Bon, commencez par m'expliquer ce qui s'est passé ici. Où sont passés les autres? Les 3 hommes se regardèrent en silence, l'air dépité. Il était clair pour leur chef qu'ils avaient vécu l'enfer en son absence. Marcus prit la parole. « Je sais pas ce qui s'est passé, Mike. Ça tirait dans tous les sens. On tenait notre position au mieux. Ils avaient même commencé à reculer avant le bruit horrible dans le ciel. Vous l'avez entendu aussi alors, coupa Mike. Bordel, reprit Pete. Même les morts ont entendu ce foutu bruit. C'est le cas de le dire, renchérit O'Connor. Oui, ce bruit horrible et puis cette lumière blanche. Bordel, j'ai cru que j'étais devenu aveugle, reprit Marcus. Et puis le ciel rouge, le tonnerre et la pluie de sang. Marcus dut prendre une pause, visiblement encore choqué des événements. Ensuite, continua O'Connor, certains des gars qui étaient morts dehors se sont relevés, et ils s'en sont pris aux vivants. Un film d'horreur, patron, je te jure. Des monstres. Ils ont sauté sur tout ce qui respirait et les ont bouffés vivants. J'en ai vu des trucs sales dans ma vie, mais j'avais jamais vu pareil carnage, termina Pete. Mike, on avait beau les canarder, ces choses ne sentaient rien. Il faut leur viser la tête, Marcus, répondit Mike. Bordel, t'en as dégommé toi aussi? Interrogea Marcus l'air surpris. Les 3 hommes regardèrent leur chef avec stupéfaction. Mike sortit une blonde qu'il alluma avant de désigner du doigt le désert dont il s'était tiré vivant, mais changé à tout jamais. Les hommes observèrent l'étendue des Arctiques désormais plus visible grâce à la lueur rougeâtre du ciel couleur fin des temps. Au loin,
On entendait encore des coups de feu, et l'on y voyait des silhouettes courir. Le combat s'était déplacé loin du bar et les coups de feu avaient faibli en intensité, signe qu'il ne devait plus rester grand monde du côté des vivants. J'étais là-bas au milieu de ce foutoir quand ça a commencé. On a descendu le sniper avec Amat et on les a attaqués dans le dos. J'étais en train de faire un carton quand ils m'ont repéré. J'étais à 2 doigts de me faire descendre et j'ai été sommé par le bordel dans le ciel. Ensuite, les morts se sont relevés et on a dû en descendre quelques-uns pour arriver jusqu'à vous. Et Amat, il s'en est tiré ? Interrogea O'Connor. Aux dernières nouvelles, il était sur la falaise où était planqué le sniper et faisait joujou avec son nouveau fusil. Il nous a sauvé la peau. Je m'en fais pas pour lui. Pour l'instant, il est à l'abri en hauteur. Mike se voulut rassurant, mais il n'avait plus entendu le sniper d'Amat depuis un moment, et il repensa soudainement au fait qu'il n'était techniquement pas seul sur ce plateau. Vous disiez que vous avez vu les morts se relever sans prendre un nougat. Tu veux dire qu'il reste que vous ? Ça a été un massacre, Mike. Le temps que les gars comprennent ce qui se passe en bas, ils étaient déjà presque tous fait dévorer ou fuis dans le désert. On a essayé de les aider du mieux qu'on pouvait de là-haut. Mais nos gars morts sur le toit se sont relevés aussi et on a failli passer. Heureusement que Marcus a assuré comme un chef et a vite compris qu'il fallait leur exploser la tronche pour les arrêter, expliqua Pete. Certains des nôtres ont réussi à s'échapper en bécane pendant la bataille. Je leur en veux pas. J'aurais sûrement fait pareil si j'avais pu, répondit O'Connor, le regard fuyant et encore terrifié. Ce qui est fait. La seule chose qui compte maintenant, c'est de vous voir en vie, les gars, et rien d'autre. Honnêtement, j'espérais rien en revenant ici, mais à nous 4, on va peut-être s'en tirer. On va chercher Amat, interrogea O'Connor. Mike sortit son portable, mais Marcus l'interrompit. Aucune communication ne passe, Mike. On a tous essayé de t'appeler, toi et Amat, mais rien ne marche. Bordel, c'est quoi ce merdier encore ? S'énerva Mike. C'est sûrement dû au ciel rouge, il a dû se passer un truc qui brouille les appels, intervint O'Connor. Bon, on laisse 1 heure à Amat pour se pointer, sinon on ira le chercher, termina Mike. Mike, c'est quoi tout ça selon toi ? Avant que t'arrives, on y allait chacun de notre théorie. Pete pense que c'est une attaque des Russes ou un truc du genre, et O'Connor dit que c'est la fin des temps, l'apocalypse et tout le soin. Toi, t'en penses quoi ? Mike marqua un long silence avant de prendre la parole. Franchement, j'en sais foutre rien. Peut-être une attaque chimique ou une invasion extraterrestre, qu'est-ce que j'en sais ? Ou la fin des temps, Mike, ajouta O'Connor. L'Irlandais s'était réfugié dans la foi catholique après les horreurs de la guerre. Même s'il n'avait jamais réussi à vaincre son côté sombre qui l'avait fait rejoindre le gang des WW à ses débuts. Mike avait remarqué qu'il évitait autant que possible de faire le sale boulot. Non pas qu'il était mauvais à ce jeu-là, mais il avait décelé une profonde souffrance en O'Connor et un profond dégoût pour la violence. Mike lui avait alors confié le rôle de médecin et consultant en stratégie lors de grosses opérations. Son expérience en Afghanistan avait toujours été un puissant atout pour le club. De temps en temps, il tentait de prêcher la bonne parole, chose qui agaçait profondément Mike, qui lui n'avait jamais cru, incapable d'admettre qu'un dieu puisse exister et le laisser autant souffrir, lui et sa mère. Et s'il existait, il se pensait de toute façon déjà condamné à l'enfer pour la vie de violence et de péché qu'il avait menée. Malgré la rancœur que Mike ressentait pour O'Connor quand il parlait de miséricorde divine et de pardon sans limite, il ne l'avait jamais empêché de prêcher la bonne parole. Peut-être par superstition, ou peut-être qu'une petite partie de lui voulait croire que lui aussi pourrait être pardonné un jour. Tu sais ce que je pense de tes bondieuseries, l'Irlandais, mais je dois t'avouer qu'au milieu de cet enfer dans le désert, j'ai aussi pensé à la fin du monde. À une fin du monde biblique, je veux dire. Mais théoriser sur ce qui se passe ne nous sauvera pas. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est faire le point sur le danger immédiat, les voraces. Les voraces ? Questionna Pete. C'est le nom que m'inspirent ces choses, répondit Mike d'une voix grave en observant le désert. Ça leur va bien, même si je préfère saloperie de merde. Va pour vorace, c'est plus court, intervint Marcus. Ce qu'on sait, c'est que depuis le ciel rouge, les morts se sont relevés, reprit Mike. Pas tous les morts, reprit Marcus. Butcher s'est pas relevé. On a balancé son cadavre du toit par sécurité à cause des 2 autres qui se sont relevés et ont bien failli nous bouffer. Parce qu'il lui manquait la moitié de la tête, reprit Mike. On sait que la tête est le seul point faible, donc les morts qui avaient le cerveau explosé se sont pas relevés. Et les morts dans le bar non plus, Mike, reprit O'Connor. J'étais en train de m'occuper des blessés en bas quand le bruit dans le ciel a commencé. Ceux qui ont survécu au premier assaut sont sortis pour aider les autres, et je suis monté sur le toit plus tard quand j'ai entendu les gars hurler en haut. Les morts dehors s'étaient déjà relevés, mais pas dans le bar. Et pourtant, on a plusieurs des nôtres en bas qui sont morts sans avoir été touchés à la tête. « C'est pas logique !» s'exclama Pete. « Même s'il n'y a plus rien de vraiment logique ce soir. »« La pluie !» s'exclama Mike. « C'est la pluie de sang qui les a transformés. »« Oui, ça tient la route. Les morts dans le bar n'ont pas été exposés à la pluie, reprit O'Connor. Mais ça veut dire que tous ceux qui ont été touchés par la pluie sont contaminés. »
Je comprends pas, paniqua Pete. On va se transformer en vorace, nous aussi? Non, je pense pas. Pas tant qu'on meurt, en tout cas, fit Mike, tentant vainement de rassurer le pauvre Pete, qui paniquait à la simple idée de devenir l'une de ces choses. Ou qu'on se fasse mordre, rajouta Marcus. Quoi? Comment ça? Interrogea Mike, qui comprit que son bras droit détenait une information cruciale. J'ai clairement vu un gars à nous se faire mordre et se transformer peu après. Le prospect qui aidait O'Connor en bas. Il est sorti quand la pluie a commencé. Il s'est fait mordre au visage par un vorace qui lui a sauté dessus à peine il avait mis le pied dehors. J'ai réussi à dégommer la chose qui l'a attaqué et j'ai vu le gamin, la joue en chou-fleur, courir se mettre à l'abri dans une voiture. Quand ça s'est calmé, je lui ai crié qu'il pouvait sortir nous rejoindre. Je l'ai vu descendre en titubant et avant d'atteindre l'échelle, il est tombé au sol et a commencé à convulser comme un foutu toxico en transe. Il a vomi du sang et puis plus rien, plus un mouvement. 30 secondes après, il s'est relevé et il était devenu l'une de ces choses. Mike tenta d'analyser l'ampleur des enjeux qu'amenait cette nouvelle information. « Tu es sûr qu'il n'est pas juste mort de sa morsure et s'est transformé après ?» questionna Mike. « Je suis sûr de rien, Mike, mais j'ai jamais vu quelqu'un mourir d'une morsure à la joue. Pour moi, il s'est fait mordre et ça l'a transformé. Je suis pas tout bib, mais dans le doute, ne vous faites pas mordre par ces saloperies de merde. »« Vorace !» corrigea Pete. « Saloperie de merde de vorace, ça te va ?» renchérit Marcus, pas encore convaincu par le nouveau sobriquet déjà adopté par ses camarades. « T'en penses quoi, O'Connor ?» demanda Mike à celui qui avait le plus de notions de médecine parmi eux. « Je n'ai pas vu l'action. Le prospect est sorti par la porte avec les autres blessés quand tout ce merdier a commencé. J'ai pas eu le temps de le retenir, dit-il, la voix encore pleine de remords. J'étais en train de donner les derniers sacrements à Randy, qui au moins est mort avant de voir ce cauchemar débuter. Mais d'un point de vue médical, aussi fou que ça puisse paraître, c'est pas impossible. Si tu regardes le comportement des voraces, comme tu dis, très approprié comme nom, soit dit en passant, ils ressemblent à des gens atteints par une forme de rage fulgurante, et la rage se transmet par la morsure. « La rage ?» cria Pete. « Comment ça, la rage ? Ce que j'ai vu, c'est pas une maladie, c'est des foutus morts qui se lèvent et bouffent les vivants !» Mike ordonna à Pete de se calmer et de baisser le ton, de peur de rameuter ces créatures visiblement attirées par le bruit des vivants. « Tu penses à une sorte de maladie, c'est ça ?» Soudain, Mike eut un flash et se retourna vers le Mexicain qui s'était fait oublier dans l'un des angles du toit. Il était accroupi, adossé à un sac de sable, la tête entre les jambes et pris de violents spasmes. « Merde ! Il s'est fait mordre à la main par un vorace dans le désert !» interpella Mike, qui s'était déjà relevé prêt à intervenir. Les trois autres se relevèrent prêts à faire feu. Mike leur ordonna de tirer qu'en dernier recours, de peur que le bruit attire les voraces alentours, et sortit son couteau en se rapprochant lentement du soldat qui cessa soudainement de trembler. À quelques mètres du Mexicain, Mike remarqua qu'il baignait dans une mare de sang. Un épais filet d'hémoglobine sortait de sa bouche et ruisselait jusqu'à ses pieds. Mike avança avec prudence, et quand le Mexicain immobile ouvrit brusquement ses yeux devenus rouge sang et se releva d'un banc dans un hurlement animal, se dirigeant brusquement vers Mike, le regard rempli de haine et la mâchoire claquante. Plus de doute possible, pensa Mike. Se faire mordre, c'est la garantie de devenir à son tour un vorace. Chapitre 8. Choisir, c'est renoncer. Maintenant qu'il savait qu'une morsure lui serait fatale, Mike réfréna son instinct lui dictant de stopper le vorace qui lui fonçait dessus de son fameux direct du gauche, de peur que ses dents s'enfoncent dans sa chair. Il arma un front kick qu'il envoya violemment dans le thorax de son ancien compagnon hispanique, le renvoyant à son point de départ dans l'angle du toit, comme un boxeur renvoyé dans les cordes. La fureur de la chose sembla s'amplifier, comme s'il était encore possible de dépasser ce stade de folie furieuse qu'il habitait. Il n'existait rien d'autre dans son regard qu'un puits de rage sans fond. Aucun souvenir du biker qui lui avait pourtant sauvé la vie il y a à peine une heure de cela ne subsistait en lui. Mike anticipa la seconde charge du vorace qui fut accueillie par 2 pas d'élan, suivi d'un nouveau front kick taille 45 en pleine face. Mike sentit un mélange d'os et de dents craquer sous l'impact, et le narco passa par-dessus les sacs de sable pour venir s'écraser en contrebas après une chute de 5 mètres. Les 4 hommes regardèrent prudemment par-dessus le bord. Le vorace s'était disloqué la nuque et un bras dans l'impact, mais se releva comme une poupée désarticulée dans un bruit d'ossements et de chair qui s'entremêlaient, rendant la scène aussi surréaliste que dérangeante, même pour les 4 hommes aguerris. « Bien joué, patron !» lança Pete d'une voix stressée. « Non, j'ai merdé !» rétorqua Mike, qui anticipait déjà la suite des événements. La créature se retourna en direction des Wrongways qu'il observait avec dégoût depuis le toit, et se mit à hurler à gorge déployée. Son hurlement, haché et saccadé à cause de son cou disloqué qui faisait pendre sa tête sur le côté, emplit les alentours d'un sang strident et oxygène. « Elle va attirer tous les voraces aux alentours !» pesta Mike. « Merde, Marcus, fume-la !» Marcus ne s'était pas fait attendre.
Il avait déjà la tête pendante du vorace dans son viseur et l'élimina d'un tir précis qui lui pulvérisa le cerveau. L'écho du tir résonna plusieurs secondes avant de se dissiper au loin. Le silence qui suivit fut rompu peu après par des hurlements lointains en provenance du désert. À plusieurs centaines de mètres, les 4 survivants distinguèrent avec difficulté ce qui leur parut être plusieurs dizaines de silhouettes se dirigeant comme un gros amas informe dans leur direction à vitesse de course. Mike comprit instantanément que dans moins de 3 minutes, une horde de voraces serait sur eux. Il observa la cour. Les véhicules qui servaient de barrière étaient tous criblés de balles, mais surtout trop compactés pour espérer réussir à les dégager à temps. Mike regarda alors les motos parquées devant le bar qu'il avait fait préparer par les prospects avant le début des hostilités, en prévention d'une éventuelle retraite. Elles jonchaient le sol, elles aussi criblées d'impact. Elles avaient pour la plupart le réservoir percé ou les pneus éclatés par des balles, témoins du combat acharné qu'avaient livré ses frères pour leur survie. Seul son custom semblait miraculeusement intact, toujours debout et prêt à l'usage, à l'instar de Mike. Durant un bref instant, son instinct lui intima de descendre du toit, d'enfourcher son chopper et de partir le plus loin possible. Il dut se faire violence pour ne pas succomber à ce qui lui semblait être la seule solution à cet instant pour sortir vivant de cette situation sans issue. Mike n'avait jamais trahi ou abandonné qui que ce soit. Il n'était de loin pas un enfant de cœur et avait fait des choses qui parfois l'empêchaient de trouver le sommeil la nuit. Mais il n'était pas un traître, et encore moins un lâche. Il avait son propre code moral, et il se justifiait face à sa conscience seule dans son lit le soir, en lui rétorquant que la vie ne lui avait jamais fait de cadeau, et que dans ce monde, être faible était synonyme de mort, ou pire, de servitude. Il estimait que les hommes qu'il avait dû tuer au cours de sa vie, soit ne méritaient pas de vivre, soit avaient choisi, tout comme lui, un chemin de traverse, à l'entrée duquel un panneau « danger de mort » mettait pourtant clairement en garde tous ceux qui décideraient de l'emprunter. Mike avait créé les Wrong Ways avec pour but de vivre en marge d'un système qu'il identifia très jeune comme injuste. Un système qui écrasait les opprimés et encourageait les oppresseurs. Et si pour jouir de cette vie et être libre, il lui fallait vendre de la cam à des faibles d'esprit et des armes aux autres randonneurs qui l'accompagnaient sur cette route instable, alors ainsi soit-il. Il avait trouvé une famille de substitution au sein du club. Famille dont il était le père spirituel, attentif à tous ses fils. Il était celui qui mettait à boire et à manger sur la table, celui qui les protégeait de la folie du monde, mais aussi celui qui punissait tous ceux qui tentaient, de l'extérieur comme de l'intérieur, de perturber l'harmonie chaotique de cette famille pas comme les autres, dont il était le garant. Sa décision était prise. Il n'abandonnerait pas les siens, et il trouverait un moyen de tous les sauver de cet enfer. Il n'y a plus aucun véhicule pour se faire la malle, les gars. On va devoir buter tous ces voraces pour s'en sortir. Marcus, il nous reste quoi comme munitions sur la Browning et pour les fusils d'assaut? Il nous reste pas de quoi descendre tout ce qui nous arrive dessus, Mike. On a presque tout vidé sur ces saloperies avant que t'arrives. Pour les fusils, il nous reste 2 boîtes à moitié pleines de chargeurs. Il nous reste 2 ou 3 boîtes de munitions en bas pour la Browning, plus ce qui lui reste dessus, on devrait pouvoir s'en tirer. Même au milieu de l'apocalypse, Marcus semblait aussi détendu que d'habitude. Mike appréciait chez lui ce flegme qui laissait croire que peu importe la situation, il y avait toujours une solution. Parfait. Pete et O'Connor, je veux tout ce que vous pouvez me ramener de munitions pour la Browning en moins d'1 minute. Les 2 hommes s'exécutèrent et descendirent dans le bar par la trappe du toit pour récupérer des munitions dans leur stock. Marcus alluma 2 blondes et en tendait une à son chef et meilleur ami. Je t'ai vu regarder ton custom, Mike. Tu sais, je pense que je t'aurais même pas tiré dans le dos si tu l'avais tenté. Mike sourit et tira une longue taffe en observant la horde de voraces qui serait bientôt sur eux. T'as conscience qu'on va sûrement crever ici, Marcus ? Mike n'aurait pu se permettre un tel aveu de faiblesse devant aucun autre de ses hommes. Mais Marcus n'était pas n'importe qui. Il était ce qui se rapprochait le plus d'un frère. Un frère qui lui avait sauvé la vie à plusieurs reprises, et qui ne l'avait jamais abandonné, même durant ces 7 années d'enfer derrière les barreaux de Calipatria. Quelque chose me dit que je fume ma dernière cigarette, Mike, mais que toi t'as encore quelques cartouches en réserve. Tu vas t'en sortir, comme toujours. C'est ce que tu fais de mieux, vieux frère. Survivre. Il y a de la place pour 2 sur mon custom. Marcus regarda à l'horizon. Le hurlement distordu de la horde se rapprochait implacablement. Mike, t'es une sacrée enflure, mais t'es pas un traître. Si on se barrait maintenant, tu crèverais d'un cancer de culpabilité dans les 2 mois. Non, on va se battre et on va survivre, mon ami. Et si on s'en sort de celle-là, je te promets que je vais commencer à écouter les vieux sermons d'O'Connor avec attention. Parce que maintenant je sais que l'enfer existe. L'enfer, pensa Mike. Il avait beau se retourner le cerveau à la recherche de bribes de rationalité pouvant expliquer les événements de cette soirée, l'idée que l'enfer se soit invité sur Terre lui paraissait à l'instant la plus plausible des théories.
Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Mike fut rappelé à la réalité par le bruit de la trappe du toit qui s'ouvrit brusquement. Les deux hommes sortirent, chargés d'autant de munitions qu'ils purent transporter. O'Connor s'approcha de Mike et lui tendit un objet qu'il avait remonté du bar. « Sache que je désapprouve la plupart des choses que tu as fait avec ça, Mike, » dit O'Connor en tendant à son chef son hammer, une masse de chantier de 90 cm pour presque 5 kilos. « Mais aujourd'hui, je vois dans tes yeux que quelque chose a changé. Tu as vu de près la colère du Tout-Puissant et dans sa miséricorde, il t'a épargné pour te donner une deuxième chance. Mike, si tu survis à tout ce qui nous attend, serre-t'en désormais pour faire le bien. Tant que tu respires, il n'est pas trop tard pour sauver ton âme. » Mike récupéra son hammer et regarda O'Connor dans les yeux. L'Irlandais, qui avait toujours été un mystère pour lui, semblait fatigué, malgré son sourire rempli d'une bonté qui tranchait avec la violence qu'il avait côtoyée tout au long de son existence. Quelque chose lui dit que c'était la dernière fois qu'il verrait ce sourire. Alors, sans un mot, il lui serra chaleureusement la main et lui lança à son tour un sourire fraternel. Les mots de l'ancien soldat trouvèrent pour la première fois une résonance dans l'esprit du chef des Wrongways, et il se promit intérieurement d'y réfléchir s'il survivait à ce qui allait être le combat le plus terrifiant de son existence. Pete rechargea la mitrailleuse lourde et prit position, prêt à faire feu. Mike jeta sa cigarette au loin et se retourna vers ses trois frères d'armes. « Bon, messieurs, on joue le tout pour le tout sur ce coup-là. J'espère pour nous que ces saloperies ne savent pas monter aux échelles, et si c'est le cas, ça pourrait même se transformer en la partie de tir au pigeon la plus marrante et facile vaut vite vaut rien. On se rappelle, on vise la tête, on s'approche pas trop près du bord et on gaspille pas nos munitions. Ça vaut pas pour toi, Pete. On compte sur toi pour déblayer le gros du travail. » Pete répondit par l'affirmative, déjà en position impatient de faire feu, la peur en lui augmentant à mesure qu'il voyait la horde se rapprocher. « Les barricades aux fenêtres en bas, elles ont résisté à tout ce merdier ?»« Oui, chef, quelques impacts de balles, mais les planches des fenêtres ont tenu, » répondit l'Irlandais. « Ok, parfait. Si ça tourne mal sur le toit, on se réfugie en bas par la trappe. » La horde n'était plus qu'à une centaine de mètres du bar. Elle était formée d'une centaine de voraces à vue de nez. Anciens narcos, WW et carnales se mélangeaient dans cet amas de silhouettes démoniaques, tous unis dans le même objectif funeste, nourrir leur troupeau animé d'une faim insatiable. « Mettez-vous en position et faites gaffe aux tirs croisés. Messieurs, on va sortir de ce cauchemar ensemble. O'Connor, l'aide de ton Dieu nous serait utile, alors lésine pas sur les prières. » Feu ! Chapitre 9. Sans toi, plus de nous. La horde avançait implacablement en direction du bar malgré le déluge de feu. Les mouvements désordonnés des voraces agglutinés en masse compacte rendaient les tentatives de tir à la tête des 4 hommes extrêmement complexes. Seuls Pete et sa Browning parvenaient réellement à les ralentir, déchiquetant les membres des voraces qui tombaient au sol sous les puissants impacts du calibre 50, entraînant dans leur chute leurs congénères qui se relevaient malgré tout sans discontinuer. Les tirs précis des 3 hommes armés d'AR-15 devinrent progressivement de longues rafales de panique, à mesure que la horde se rapprochait. Ils avaient beau se savoir à l'abri à 5 mètres de hauteur, ils étaient emplis d'une terreur incontrôlable à la vue de cette foule, formée de multiples visages aux yeux injectés de sang, hurlant des sons démoniaques, leurs mâchoires claquantes et acérées fondant irrémédiablement sur leur position. La horde envahit la cour du bar quand Pete hurla à ses frères d'armes qu'il avait besoin d'1 minute pour recharger la mitrailleuse lourde. Mike lui répondit qu'il avait 30 secondes, comprenant terrifié que l'amas de voraces s'était maintenant compacté contre le mur du bar et que les créatures s'amassaient les unes sur les autres, formant une sorte d'escalier vivant susceptible de les atteindre à tout moment. « Descendez ceux qui grimpent !» Mike avança dangereusement au bord du toit pour éliminer les voraces les plus proches qui pouvaient presque lui atteindre les pieds du bout de leurs doigts ensanglantés. Marcus prit le dernier chargeur d'une des 2 boîtes de munitions et rejoignit Mike au bord du toit. « Bordel, la batteuse s'est enrayée !» hurla Pete. O'Connor accourut instantanément pour lui porter assistance. « Dépêchez-vous, on va pas tenir longtemps !» pesta Marcus, qui s'assurait de ne gaspiller aucune balle, prenant le temps de transformer chaque tir en headshot. À cette distance, les 2 hommes touchaient leurs points faibles facilement, mais Mike arrivait à court de chargeur à son ceinturon. Il savait que le temps de retourner à la dernière boîte de munitions quelques mètres plus loin laisserait le temps aux voraces d'atteindre le toit. « Les gars, c'est maintenant ou jamais !» hurla Mike aux 2 WW qui bataillaient pour réarmer la Browning défectueuse. Le clic-clac caractéristique du verrou de la mitrailleuse se refermant et la rendant à nouveau fonctionnelle, empli de joie Pete et O'Connor. « C'est bon les gars, tenez bon !» hurla Pete, qui passa soudainement du soulagement à la terreur, réalisant seulement maintenant l'urgence de la situation. Un amas de voraces s'était élevé à seulement quelques centimètres du canon de sa Browning à nouveau opérationnel. « O'Connor, prends ma place, je dois faire le plein !» ordonna Mike. L'Irlandais courut se mettre en position et commença sa besogne machinalement.
Malgré son pacifisme auto-imposé, il était néanmoins toujours aussi efficace avec un fusil qu'avec une trousse de soins et une bonne bouteille de whisky du pays. Mike courut recharger son arme et s'empara des 2 derniers chargeurs de leur dernière boîte de munitions. « Les gars, je prends le dernier chargeur, on est à sec !» Un hurlement de terreur attira l'attention des 3 hommes. Un vorace était accroché au canon du Browning, le faisant basculer dans le vide sous le poids du monstre. Pete fut entraîné dans sa chute, tentant désespérément de conserver leur seule chance de survie. Le corps à moitié dans le vide, il était désormais à la merci de la horde. Mike se jeta sur ses jambes pour les retenir et le remonter sur le toit. Les 3 voraces avaient déjà agrippé le malheureux Longway, le tailladant de toutes parts. Les hurlements de douleur de Pete stoppèrent net quand O'Connor l'abattit d'un tir précis dans la tête, abrégeant ainsi le supplice de son ami déjà condamné. L'Irlandais lança un regard à son chef qui lui fit comprendre qu'il n'y avait plus rien à faire. Mike se fit violence et lâcha les jambes de son vieil ami, livrant sa carcasse encore chaude au vorace en contrebas. La horde profita de ce moment de confusion pour réussir à hisser l'un des leurs sur le toit. Celui-ci sauta sur Marcus, pris au dépourvu. L'ancien boxeur poids lourd se baissa juste à temps pour esquiver le vorace et se releva d'un mouvement vif de l'épaule en voyant la chose s'écraser au sol. « Mike, prends ma place, je gère !» Mike s'exécuta et reprit la ligne de défense aux côtés de l'Irlandais, contraint de reculer de 2 pas devant les voraces qui gagnaient du terrain, leurs bras balayant maintenant le toit à la recherche d'une prise pour grimper. Marcus ajusta le réticule de son fusil sur la tête du vorace qui se relevait. Mais au lieu du son du coup de feu, il entendit le bruit caractéristique d'une arme vide. Marcus était à sec et le vorace se jeta sur lui. L'ancien pugiliste se décala d'un pas, évitant de justesse la seconde charge de la créature. Il lui jeta son arme au visage et d'un pas d'élan envoya un puissant direct du droit en pleine face qui aurait sonné n'importe quel humain normalement constitué. Mais cette chose n'était plus humaine, et le direct de Marcus ne fit que l'envoyer au tapis quelques secondes. Le temps pour le vorace de se relever et de revenir à la charge. Marcus profita de ces quelques secondes pour enfiler ses fidèles poings américains, qu'il avait toujours préférés au couteau, trop salissants à son goût. Il stoppa net la charge du vorace, anciennement membre des Carnales, d'une classique mais néanmoins efficace combinaison composée d'un jab du gauche suivi d'un cross du droit, qui se termina par un puissant crochet du gauche à la tempe, fracassant le crâne de la chose, la tuant net. « Je suis à sec !» hurla l'Irlandais qui cherchait désespérément une solution autour de lui. Il la trouva chez Mike qui lui lança son fusil fraîchement chargé, qu'il troqua contre son hammer laissé au sol en dernier recours. La situation dégénéra en quelques secondes. Les voraces, encore nombreux malgré leurs nombreuses pertes, réussirent à se hisser sur le toit de toutes parts. Les 3 survivants se démenaient tant bien que mal pour ne pas se faire submerger par les créatures qui s'élevaient une à une, portées par leur horde, à la manière d'une tour de siège à l'assaut d'un rempart. Mike distribuait des coups de masse habiles, explosant un à un les crânes des voraces à peine hissés sur le toit, renvoyant leurs cadavres s'écraser contre leurs congénères, escaladant la marée funeste et les emportant dans leur chute. Marcus délaissa sa boxe classique pour un style moins orthodoxe, frappant férocement à coups de poing et de pied tout ce qui se trouvait à sa portée, s'efforçant lui aussi de renvoyer les voraces à l'envoyeur. O'Connor fut le premier à rompre leur dernière ligne de défense. Un vorace qui échappa à sa vigilance attaqua dans le dos. Il parvint à s'en défaire, mais 3 monstruosités en profitèrent pour escalader et atteindre le toit de son côté. « Marcus, l'attrape !» hurla Mike en se ruant sur les voraces qui s'en prenaient à O'Connor. Marcus courut comme un damné et ouvrit la lourde trappe d'acier, la maintenant ouverte d'une main, hurlant à ses 2 amis de s'y faufiler. Mike chargea 2 voraces qui s'apprêtaient à sauter sur l'ancien soldat et les repoussa de plusieurs mètres en usant de sa masse qu'il tenait horizontalement comme un repoussoir. Il attrapa l'Irlandais d'une main et le tira de toutes ses forces, l'arrachant à un vorace qui lui agrippait les épaules. O'Connor, emporté par la puissance de son chef, se retrouva projeté vers Marcus, qui le réceptionna d'une main avant de le pousser dans la trappe où il dégringola faute de temps pour rattraper l'échelle. Mike se projeta à son tour en direction de la trappe à quelques mètres, collé de près par 6 voraces à ses trousses. Marcus comprit que son frère n'atteindrait pas la trappe. Il n'avait pas assez d'élan, et les démons étaient bien trop nombreux derrière lui. Sans réfléchir, il fonça vers Mike et tendit son bras vers lui. Mike, lui, tendit son hammer en direction de Marcus, en gagnant ainsi un précieux mètre, une précieuse seconde qui permit à Marcus d'agripper la tête de sa masse et de tirer son chef de toutes ses forces vers lui. Mike fut emporté et happé dans la trappe. En se retournant dans sa chute, sa dernière image fut celle de son frère qui lui souriait, entouré de voraces sur le point de fondre sur lui. La trappe se referma violemment et Mike s'écrasa sur le sol en bois de la pièce de stockage de son bar.